Pendant plus de 2 siècles, un énorme rocher de 40 000 livres reposait tranquillement sur le côté ouest d'Oak Island, exposé aux éléments, mais pourtant invisible à l'histoire elle-même. Des chasseurs de trésors sont passés devant elle, des géomètres ont mesuré les terres qui l'entouraient, et des générations d'explorateurs ont parcouru chaque centimètre carré de l'île, mais remarquablement, aucun journal historique, rapport d'expédition ou carte officielle n'a jamais mentionné son existence. C'était comme si la pierre s'était cachée à la vue de tous, attendant patiemment le moment où quelqu'un se demanderait enfin pourquoi elle était là. Lorsque l'équipe d'Oak Island a finalement décidé de le lever, elle pensait qu'elle éliminait simplement un obstacle de plus. Au lieu de cela, ils ont découvert le début d'un mystère bien plus étrange que quiconque ne l'aurait imaginé. Les premiers indices sont apparus presque immédiatement après que l'énorme pierre ait quitté le sol. Le sol collecté sous le rocher a donné des résultats de laboratoire étonnants, montrant des concentrations de plomb atteignant 140 parties par million, des niveaux bien au-delà de ce que les chercheurs s'attendraient normalement à trouver dans une terre naturelle intacte. Pourtant même, cette découverte remarquable a rapidement été éclipsée par quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Une petite caméra d'inspection soigneusement insérée dans le vide sombre sous la pierre a révélé un objet de couleur dorée, se reflétant à travers la lentille, quelque chose qui semblait complètement déplacé dans une cavité souterraine scellée. Quelques instants plus tard, l'analyse par spectromètre XRF a détecté des traces d'argent et de cuivre, créant une combinaison de preuves qui a laissé même les enquêteurs les plus expérimentés avoir du mal à trouver une explication simple. Debout à côté des fouilles, les membres de l'équipe ne pouvaient cacher leur étonnement. Un chercheur a discrètement fait remarquer qu'ils étaient les tout premiers dans l'histoire moderne à examiner cette caractéristique avec des outils scientifiques contemporains, donnant ainsi l'impression que chaque découverte s'aventure dans un territoire complètement inexploré. Un autre a admis que ce qu'il voyait était si inattendu qu'il défiait presque l'imagination, le genre de preuve qui semble incroyable jusqu'à ce qu'elle apparaisse directement sous vos yeux. L'espoir a commencé à se répandre sur tout le site de fouilles, c'était peut-être la percée que des générations de chasseurs de trésors avaient passé des siècles à chasser sans jamais se rendre compte qu'ils cherchaient au mauvais endroit. Ce qui a rendu les résultats de laboratoire particulièrement convaincants n'était pas simplement la présence de métaux inhabituels, mais aussi l'endroit où ils ont été trouvés. Les concentrations élevées n'étaient pas dispersées au hasard sur la surface où une contamination pourrait raisonnablement se produire sur des centaines d'années. Au lieu de cela, ils sont apparus profondément dans des couches scellées de sol intactes, protégées sous la pierre massive elle-même. Ce détail remettait en question les explications géologiques les plus simples et obligeait toutes les personnes impliquées à envisager une possibilité bien plus intrigante. Si les archives naturelles ne pouvaient pas expliquer ces lectures, alors peut-être que des mains humaines avaient façonné cet endroit bien avant que quiconque vivant aujourd'hui n'arrive pour l'étudier. La partie la plus étonnante de l'histoire est peut-être que personne n'avait jamais enregistré l'existence de cet énorme rocher. Au cours de plus de 200 ans d'exploration documentée sur Oak Island, les chercheurs ont conservé d'innombrables journaux cartes dessinées à la main, notes de fouilles, études techniques, registres d'expédition et récits historiques remontant à la fin du XVIIIe siècle. Chaque génération a laissé derrière elle des observations détaillées, décrivant des puits, des tunnels d'inondation, des bornes de pierre, des fosses de recherche et des découvertes inhabituelles. Pourtant, nulle part parmi ces innombrables pages ne figure la moindre référence documentée à un rocher de 40 000 livres occupant cet emplacement précis sur le lot 8. Le silence entourant un objet aussi énorme semblait presque aussi mystérieux que les découvertes qui l'attendaient en dessous. Cette absence historique est devenue de plus en plus difficile à ignorer à mesure que l'équipe continuait à travailler autour de la pierre. Aucun chasseur de trésors célèbre ne s'était jamais arrêté pour le décrire. Aucun géomètre gouvernemental ne l'avait inclus dans les archives officielles. Aucun journal d'explorateurs ne mentionne l'escalader ou l'utiliser comme point de repère. Compte tenu de sa taille énorme, cette omission semblait presque impossible à expliquer. Plus les historiens examinaient les documents anciens, plus le mystère devenait étrange, car quelque chose d'aussi physiquement évident
aurait dû apparaître quelque part dans les archives historiques. Au lieu de cela, il est resté absent comme si l'histoire elle-même avait discrètement détourné le regard. Pendant près de 2 mois laborieux, l'équipe de fouilles a refusé de précipiter l'enquête. Plutôt que d'attaquer le site avec de la machinerie lourde, ils ont choisi une approche plus lente et beaucoup plus prudente, en enlevant la terre à la main tout en documentant chaque couche avec une précision archéologique. Chaque pierre a été photographiée, chaque mesure soigneusement enregistrée et chaque mouvement planifié pour éviter de détruire des preuves qui ne pourraient jamais être remplacées. La patience est devenue aussi précieuse que la compétence technique, car tout le monde comprenait qu'une décision imprudente pouvait effacer des indices cachés sous la terre pendant des siècles. Plus l'excavation atteignait les bords du rocher, plus le site devenait inhabituel. Au début, la roche massive semblait reposer naturellement sur le sol environnant comme n'importe quel dépôt glaciaire ordinaire. Mais à mesure que la terre disparaissait, cette hypothèse s'est complètement effondrée. Au lieu de reposer directement sur le substrat rocheux ou sur de la terre compactée, l'énorme pierre était soutenue par une fondation soigneusement disposée contrairement à tout ce que l'équipe s'attendait à trouver. Les travaux se sont brièvement arrêtés lorsque les archéologues ont réalisé qu'ils s'intéressaient à l'ingénierie délibérée plutôt qu'à la géologie naturelle. Sous le rocher géant se trouvait une remarquable série de pierres de support uniformément espacées et disposées avec une précision indubitable. Ces pierres n'ont pas été dispersées au hasard par les glaciers ou l'érosion. Ils formaient un cadre structurel intentionnel, presque comme un berceau spécialement conçu pour stabiliser l'énorme poids reposant au-dessus. Chaque élément semblait soigneusement positionné, ce qui suggère que celui qui l'a construit comprenait parfaitement à la fois les principes d'ingénierie et l'effort extraordinaire requis pour mettre en place un objet aussi massif. Plus les enquêteurs regardaient en profondeur, plus il devenait impossible de rejeter la structure comme étant accidentelle. Puis vint la découverte qui changea fondamentalement la façon dont chacun interprétait le site. Directement sous cette charpente en pierre reconstituée ne se trouvait pas de terre solide, mais un vide délibérément comblé. Il ne s'agissait ni d'une fissure naturelle dans le substrat rocheux, ni d'une cavité souterraine creusée par les forces géologiques au cours de milliers d'années. Il s'agissait d'un espace artificiel qui était autrefois resté ouvert assez longtemps pour que les gens puissent y entrer, y travailler, puis le remplir de matériaux destinés à effacer toute trace visible de leur activité. Soudain, le rocher ne ressemblait plus à un obstacle. Cela ressemblait à un couvercle. Les implications étaient extraordinaires. Quelqu'un avait intentionnellement creusé cet espace souterrain. Quelqu'un avait passé beaucoup de temps à y travailler. Et ensuite, quelqu'un avait délibérément rempli la cavité, construit une charpente au-dessus et soigneusement abaissé un rocher de 20 tonnes pour cacher tout ce qui se trouvait en dessous. Cette séquence d'événements suggérait une planification plutôt qu'une improvisation, un secret plutôt qu'une commodité. Chaque couche semblait conçue dans un seul but, garantir qu'aucun futur visiteur ne soupçonnerait jamais ce qui existait autrefois en dessous. Les membres de l'équipe de fouilles ont immédiatement remarqué un autre détail inhabituel. Les pierres de support soigneusement conçues n'apparaissaient que sur un côté du rocher plutôt que de l'entourer uniformément. Un observateur a fait remarquer que l'agencement structuré existait presque entièrement du côté droit, tandis que le côté opposé manquait de quelque chose de similaire. Ce déséquilibre suggérait que les supports n'étaient pas simplement destinés à stabiliser la roche naturellement, mais qu'ils avaient été stratégiquement positionnés là où ils étaient le plus nécessaires. Si c'est exact, l'ensemble de la fondation a été conçu avec une précision remarquable, plutôt qu'un simple aspect pratique. L'ingénierie elle-même mérite un examen attentif, car déplacer un rocher de 40 000 livres avant l'invention des grues modernes ou des machines hydrauliques aurait représenté une entreprise extraordinaire. L'archéologue Laird Niven a souligné que le transport, le positionnement et la fixation d'une pierre de cette taille nécessitaient un travail coordonné, une planification spécialisée et une main-d'œuvre importante. L'examen de Fiona Campbell
a ajouté une autre observation remarquable lorsqu'elle n'a trouvé aucune marque d'outil évidente sous la pierre soulevée, suggérant que les constructeurs avaient d'une manière ou d'une autre terminé l'ensemble de l'opération tout en laissant étonnamment peu de preuves derrière eux. Une telle réalisation aurait exigé une organisation bien au-delà des efforts de quelques individus isolés travaillant seuls. À mesure que les chercheurs continuaient d'examiner le site, l'enthousiasme ne cessait de croître. Fiona Campbell a ouvertement admis que la caractéristique du lot UI différait de tout ce qu'elle avait rencontré auparavant non seulement sur Oak Island, mais partout ailleurs en Nouvelle-Écosse. Plutôt que de correspondre à des modèles archéologiques familiers, la structure a défié presque toutes les attentes des enquêteurs lors des fouilles. Ces commentaires ont renforcé la détermination de l'équipe à examiner chaque pierre, chaque détail structurel et chaque couche de sol avec un soin exceptionnel. Personne ne voulait que l'indice le plus important de l'histoire disparaisse simplement parce qu'il semblait trop inhabituel pour être reconnu. La conclusion qui se dessinait lentement devenait de plus en plus difficile à écarter. Ce n'était pas le produit d'une poignée de creuseurs opportunistes improvisant dans la nature. Tout dans la structure suggérait une planification des ressources, un leadership et un objectif clairement défini. Quelqu'un avait investi énormément de temps et de travail dans la construction de cette fonctionnalité, ce qui impliquait que ce qui se trouvait en dessous justifiait chaque once d'effort nécessaire pour la créer. Le site ne ressemble plus à une curiosité isolée. Cela ressemblait à un projet soigneusement exécuté, dont le véritable objectif restait caché sous des siècles de silence. Lorsque le géoscientifique Dr Ian Spooner a analysé le sol collecté directement sous le rocher soulevé, les résultats du laboratoire ont immédiatement attiré l'attention. La matière organique de la couche inférieure scellée contenait des concentrations de plomb atteignant environ 140 parties par million, des valeurs nettement supérieures à celles auxquelles les chercheurs s'attendent généralement dans un sol naturellement non perturbé. Pour un scientifique, de tels chiffres ne sont pas négligemment considérés comme des variations de fond. Ils représentent des anomalies exigeant une enquête minutieuse, car la nature produit rarement des motifs aussi concentrés sans cause identifiable. Les données à elles seules suggèrent que quelque chose d'inhabituel s'est produit à cet endroit il y a longtemps. Pourtant, les surprises scientifiques étaient loin d'être terminées. Les enquêteurs ont soigneusement inséré une petite caméra d'inspection dans l'étroite ouverture située sous le rocher, dans l'espoir de documenter la cavité cachée avant de poursuivre les fouilles. Au lieu de cela, la caméra a révélé ce qui semblait être un objet de couleur dorée captant la lumière du plus profond du vide. Qu'il s'agisse d'un outil, d'un artefact ou de quelque chose d'autre, restait totalement incertain, mais sa présence a immédiatement fait taire toutes les personnes rassemblées autour du moniteur. Dans un espace souterrain scellé sous une pierre de 20 tonnes, rien n'aurait dû réfléchir la lumière de cette manière. La signification de ce moment dépassait la simple curiosité. L'objet n'avait aucune explication géologique évidente, aucune raison claire d'exister à l'intérieur d'une cavité apparemment scellée depuis des générations. Combinée aux relevés élevés de métaux dans le sol environnant, la découverte suggère que l'espace souterrain aurait pu contenir autrefois des matériaux délibérément placés là par des mains humaines. Pendant des siècles, le sol était resté silencieux sous le poids de l'énorme rocher. Maintenant, il semblait enfin prêt à raconter son histoire. La matinée choisie pour l'ascenseur dégageait une atmosphère qui ne ressemblait à aucune journée ordinaire de travail archéologique. Marty Lagina n'a fait aucun effort pour cacher son enthousiasme, alors que les équipes se rassemblaient autour des fouilles. Souriant largement, il a appelé toutes les personnes à proximité, leur demandant si elles étaient excitées, et la réponse est revenue instantanément de toutes les directions. L'énergie qui entourait le site était indubitable, car chaque personne présente comprenait qu'elle se trouvait peut-être au bord de l'une des découvertes les plus importantes d'Oak Island. Il n'y avait aucune hésitation dans les voix répondant à Marty ce matin-là. Aucune politesse prudente, ni aucun optimisme retenu ne persistaient parmi l'équipage. Au lieu de cela, la réponse reflète des semaines d'anticipation construites grâce à un travail acharné, à des analyses scientifiques et à des preuves croissantes selon lesquelles cette fonctionnalité particulière pourrait enfin révéler quelque chose d'extraordinaire. Toutes les personnes présentes avaient le sentiment de ne plus effectuer de travail de terrain de routine.
Il se préparait à exposer quelque chose que personne dans l'histoire n'avait jamais vu. Après l'approbation de l'archéologue Lerniven, une énorme grue de 130 tonnes est arrivée sur le site pour effectuer cette opération délicate. Le plan en lui-même semblait assez simple, sécuriser l'énorme rocher, le sortir de l'excavation et examiner attentivement tout ce qui était resté caché en dessous pendant des siècles. Pourtant, tous les acteurs ont compris la signification historique de ces quelques mouvements mécaniques. Une fois la pierre quittée du sol, il n'y aurait plus de retour à l'ignorance. Le mystère s'approfondirait considérablement ou commencerait à révéler des réponses tant attendues. À proximité, Rick Lagina observait tranquillement l'énorme rocher avant le début de l'ascenseur. Plutôt que de parler de trésors ou de découvertes spectaculaires, il décrit l'atmosphère qui entoure les fouilles comme une sorte de charge électrique qui n'apparaît que lorsque les enquêteurs sentent qu'ils se trouvent au seuil de quelque chose de profondément important. En quelques minutes, l'orientation de l'enquête d'Oak Island pourrait changer à jamais. Soit le rocher ne cachait rien du tout, soit il cachait des preuves capables de réécrire 2 siècles d'hypothèses sur le plus grand mystère de l'île. L'espoir s'est répandu sur le chantier alors que tout le monde attendait que la grue commence son travail. Beaucoup pensaient que le moment où le rocher s'élèverait enfin dans les airs produirait la révélation tant attendue dont tout chercheur d'Oak Island rêvait depuis des générations. Peut-être y aurait-il une structure indubitable, une entrée, un artefact ou une preuve indéniable expliquant pourquoi une ingénierie aussi extraordinaire avait été investie dans cet endroit isolé. Quoi qu'on attende en dessous, les réponses ne viendront finalement pas de la spéculation mais de l'observation directe. Craig Tester a résumé le fait central avec une clarté remarquable à la fin des préparatifs. Tous les scientifiques et spécialistes qui ont soigneusement examiné le site sont parvenus indépendamment à la même conclusion concernant la pierre massive. Il ne s'était pas mis en place naturellement à cause du mouvement glaciaire ou de l'érosion. Il avait été délibérément transporté, soigneusement placé et intentionnellement ancré exactement là où il reposait. Cette seule prise de conscience a tout transformé. Avant même que quiconque découvre ce qui se trouvait sous le rocher, il connaissait déjà une vérité extraordinaire. Quelqu'un avait fait des efforts incroyables pour le mettre là, et ils avaient presque certainement une raison. Il n'a pas été déposé par la dérive glaciaire ou par tout autre processus naturel dont les archives géologiques de l'île peuvent rendre compte. Une pierre de 40 000 livres a été déplacée, positionnée sur un vide préparé et ancrée en place à une époque où sa réalisation aurait nécessité un niveau d'organisation et de ressources que la plupart des personnes travaillant sur l'île au cours des 2 derniers siècles n'imaginaient tout simplement pas être déployées du côté ouest. Il s'avère que cette hypothèse est peut-être la plus grosse erreur de l'histoire des fouilles d'Oak Island. Lerniven regarde les chaînes fixées à la grue. Il dit doucement qu'ils n'ont soudainement plus l'air assez gros. La grue tient. Il est temps. Le décollage. Les chaînes se tendent. Pendant un long moment, rien ne se passe. Puis lentement, incroyablement lentement pour quelque chose qui pèse 40 000 livres et qui est enfoui dans la terre de la Nouvelle-Écosse depuis des siècles, le rocher se déplace. Il ne rencontre pratiquement aucune résistance. Zéro. Un soulèvement propre et sans entrave comme si la pierre attendait exactement ce moment. Pour un rocher autour duquel l'équipe a passé 2 mois à creuser soigneusement entouré de pierres de support délibérément placées et scellées sur un vide remblayé, la facilité de levage est surprenante. Il s'élève comme s'il avait été conçu pour être à nouveau déplacé. Au moment où il dégage le sol, chaque paire d'yeux de l'équipe tombe au même endroit l'élément exposé en dessous. Lerniven emménage sans hésiter. Il n'y a pas de sous-sol stérile, dit-il immédiatement, c'est-à-dire le matériau glaciaire dense, gris et intact qui devrait se trouver directement sous tout rocher, resté naturellement en place pendant une période prolongée. Nous voyons des matières organiques qui ont été introduites d'une manière ou d'une autre, et non naturellement parce que le sol sombre n'est pas censé se trouver en dessous. Ouais, on dirait que ça a rempli le trou. Exactement. Ce matériel n'est pas là. Ce qu'il y a, c'est de la matière organique sombre, un sol riche, et introduit du genre qui n'existe dans un endroit donné que parce que quelqu'un l'a délibérément apporté et emballé. Pas de dépôt géologique, pas de stratification naturelle, un remblai ciblé posé à la main. Craig Tester regarde dans le trou. Cela ressemble exactement à un trou comblé, dit-il, comme si quelqu'un avait creusé quelque chose accompli, quelque chose, puis recouvert chaque trace. D'abord avec un remblai organique sombre, puis avec la charpente en pierre reconstituée,
puis avec un rocher de couverture suffisamment lourd pour mettre fin à la conversation pour les centaines d'années à venir. Alex Laguina constate d'emblée que l'absence de structure visible au niveau de la surface ne veut rien dire. Quelle que soit cette caractéristique, elle va plus profondément que le fond d'excavation actuel. Les vraies réponses, si elles existent, se trouvent plus bas. Gary Drayton fait fonctionner le détecteur de métaux sur tout le périmètre de l'élément exposé. Aucun coup sûr, pas un seul signal métallique sur les bords extérieurs. Fiona Campbell n'est pas surprise, et son raisonnement est la chose la plus importante prononcée sur le site ce matin-là. Si quelqu'un avait placé ce rocher sur quelque chose qu'il voulait cacher, dit-elle, il aurait été extrêmement prudent. Aucun artefact laissé négligemment sur le bord. Pas de métal éparpillé sur les bords. Un périmètre propre ne signifie pas qu'il n'y a rien ici. Un périmètre propre est le signe d'une opération professionnelle disciplinée, et des opérations professionnelles disciplinées sont menées lorsqu'il y a quelque chose qui mérite vraiment d'être protégé au centre. Le rocher est apparu. La fonctionnalité est exposée, et tout ce que l'équipe voit au cours des 10 premières minutes confirme que ce qui se trouve en dessous a été mis ici exprès par quelqu'un qui ne voulait pas qu'il soit trouvé. L'absence de toute marque d'outils mécaniques sur la face inférieure du rocher ajoute une couche supplémentaire au mystère. Fiona Campbell examine attentivement la pierre une fois qu'elle a été soulevée et rapporte qu'il n'y a aucune preuve du type de cicatrice que laisseraient les équipements modernes lors du déplacement d'une charge de cette taille. Quelle que soit la méthode utilisée pour déplacer le rocher du lot 8 en premier lieu des siècles, avant que les outils dont dispose désormais l'équipe n'existent, restent totalement inconnus. La pierre s'est révélée propre et pour une caractéristique qui continue de produire la preuve d'un effort délibéré extraordinaire, cette absence de preuve est en soi un point de données important. Les résultats du XRF. Plus tard dans l'après-midi, le docteur Ian Spooner revient sur le site avec un spectromètre Vanta XRF. L'appareil émet un flux contrôlé de rayons X dans le sol et renvoie une lecture élémentaire précise de chaque métal détectable présent dans l'échantillon. Il n'estime pas, il mesure, et ce qu'il est sur le point de mesurer dans le sol sous le rocher du lot 8 deviendra l'un des points de données les plus importants de l'histoire moderne des fouilles d'Oak Island. Eh bien, lançons le XRF. Ouais, donc je vais y aller et faire quelques scans. D'accord. Le docteur Spooner tombe dans la fosse exposée. Il scanne la couche supérieure. Il scanne la couche inférieure. Il incline l'appareil à partir de plusieurs positions croisant les lectures pour éliminer la contamination de surface en tant que variable. Il fait passer systématiquement le spectromètre sur toute la zone scellée sous le rocher. Puis il s'arrête. La machine lui montre quelque chose qui n'apparaissait pas dans les échantillons préliminaires de sol précédant de l'argent et du cuivre, pas dans la couche supérieure, dans la couche inférieure, plus profondément, plus loin de la surface, plus loin de toute source moderne qui pourrait expliquer de manière plausible les lectures. La concentration n'est pas uniforme sur toute la zone exposée, elle est localisée. Il se trouve dans la couche la plus éloignée de la surface, la plus proche de tout ce qui le génère par le bas. La voix de Fiona Campbell s'élève immédiatement lorsqu'elle entend la lecture. L'argent est passionnant, dit-elle, et elle entend par là quelque chose de précis. Pas de l'argent décoratif dispersé accidentellement dans le sol à partir d'une source moderne et banale. L'argent dans ce contexte spécifique, un rocher délibérément placé, un vide confirmé un berceau en pierre, reconstitué à 140 parties par million, et un objet de couleur or, déjà capturé par la caméra dans l'espace scellé en dessous. De l'argent qui pourrait avoir été lentement lessivé vers le haut, à travers la matière organique, à partir de quelque chose de beaucoup plus ancien, et de beaucoup plus grand enfoui, bien en dessous du fond d'excavation actuel. Une question que personne dans cette fosse ne peut ignorer. Si l'argent est présent dans la couche inférieure, pourrait-il s'infiltrer vers le haut depuis une cache plus profonde? Ces lectures pourraient-elles être la trace la plus externe et la plus diluée de quelque chose enfoui bien plus bas? La réponse du docteur Spooner est prudente et directe, oui. Si du matériel argentifère a déjà été présent à une profondeur significative sous cette caractéristique, il peut absolument s'infiltrer vers le haut à travers un sol organique humide, au fil des siècles se présentant exactement comme il se présente actuellement, de plus en plus concentré dans les couches inférieures, s'amincissant à mesure qu'il se disperse vers la surface. Les lectures ne prouvent pas que le gisement d'argent est petit. Ils sont tout à fait cohérents avec le fait que la source est profonde intacte
est toujours bien en dessous de l'endroit où se trouve actuellement l'équipe. Marty Lagina fait le lien avec soin. La pièce de monnaie Pete Blotto, l'un des artefacts les plus importants et les plus scrutés jamais récupérés sur Oak Island, n'est pas en or. C'est de l'argent avec du cuivre de l'argent et du cuivre. Le spectromètre lit maintenant l'argent et le cuivre du sol scellés sous un rocher. Cela montre quelque chose que je n'ai pas vu dans l'autre échantillon, à savoir de l'argent. Cela, aucun document historique n'a jamais été reconnu sur le côté ouest du Nil qui a été activement recherché pendant plus de 2 siècles. Le lien entre la pièce de monnaie Pete Blotto et les lectures XRF du lot, lui, joue un rôle important dans l'enquête. Cela relie le côté ouest de l'île, où se trouve ce rocher, à l'un des artefacts historiquement débattus dans l'ensemble des archives de fouilles d'Oak Island. La pièce de monnaie Pete Blotto a été trouvée dans la zone Eastern Money Pit et elle était en argent avec du cuivre. Le spectromètre XRF renvoie maintenant de l'argent et du cuivre provenant d'une caractéristique située sur le côté ouest de l'île qu'aucun document historique n'a jamais mentionné. Que ces 2 points de données soient connectés, que le même gisement, la même opération ou le même groupe de personnes ait produit les deux est désormais une question que l'équipe ne peut ignorer. Le docteur Spooner qualifie les résultats d'anormaux et d'intéressants. Il dit qu'ils nécessitent beaucoup plus de travail avant de pouvoir tirer des conclusions. Dans le langage scientifique, anormal et intéressant signifie que l'explication naturelle ne tient pas et il faut qu'ils comprennent pourquoi. Il existe une théorie de travail que l'équipe a développée depuis le retour des premiers échantillons de sol marqués au plomb. Et si l'élément du lot 8 n'était pas simplement une fosse enterrée ou une cage couverte, je pense que c'est culturellement important. C'est soit ici pour couvrir quelque chose, soit c'est ici pour marquer quelque chose. Et nous ne pouvons pas exclure un certain nombre d'idées à ce stade. Je veux dire, ça aurait pu être un cérémonial. Et si le rocher servait de pierre angulaire pour un puits vertical de passage d'air pour un réseau de tunnels plus profonds passant sous l'île? Les implications de cette théorie, si elles sont étayées par ce que les fouilles découvrent à mesure qu'elles s'approfondissent, sont significatives. Les réseaux de tunnels nécessitent de l'ingénierie, ils nécessitent de l'entretien, ils nécessitent le genre d'effort organisé et soutenu qui déplace des rochers de 40 000 livres sans laisser de traces d'outils, et ils nécessitent une raison. Une raison suffisamment sérieuse pour que quelqu'un décide que le côté ouest d'Oak Island valait cet investissement même en sachant que l'hydrologie naturelle de l'île finirait par rendre toute excavation profonde extrêmement difficile à protéger. Les lectures que le spectromètre renvoie de la couche inférieure sont cohérentes avec de l'air saturé se déplaçant à travers un puits vertical et déposant des oligo-éléments à mesure qu'il monte. L'argent, le cuivre et le plomb se condensent dans le sol organique, emballé directement sous la pierre de fondation. Les chiffres correspondent. La théorie convient. Les fouilles qui suivront détermineront si les preuves matérielles le seront également. Qu'est-ce qui vient ensuite? Prenez du recul et regardez ce que l'équipe détient désormais en preuves physiques, mesurables et confirmées. Un rocher de 40 000 livres sur le côté ouest d'Oak Island, jamais documenté depuis plus de 200 ans d'histoire de fouilles actives, a été soulevé et confirmé comme étant délibérément placé par des mains humaines. Il était posé sur un vide remblayé. Il a été stabilisé par le bas par une charpente technique de pierre de support. Le sol en dessous contient du plomb à raison de 140 parties par million. Nous constatons jusqu'à 140 parties par million de plomb dans la matière organique située sous le rocher. Le spectromètre XRF renvoie de l'argent et du cuivre concentrés dans la couche inférieure. Un objet de couleur dorée se trouve devant la caméra dans l'espace scellé sous le sol de l'excavation. Chaque point de données confirmé pointe dans la même direction vers la dissimulation, vers l'intention, vers quelque chose qu'un groupe de personnes bien organisées a déployé des efforts extraordinaires pour cacher, et si soigneusement caché, qu'il est passé complètement inaperçu pendant plus de 2 siècles de recherche obsessionnelle intensive. Les archéologues nettoient désormais les sols du périmètre, documentent chaque couche au fur et à mesure qu'ils les enlèvent et suivent le remblai sombre vers le bas en surveillant les éléments structurels qui pourraient émerger en profondeur. Bois revêtement en pierre matériaux travaillés, tout ce qui confirme de quel type de caractéristiques il s'agit réellement et jusqu'où elle va.
Ils suivent les signatures métalliques dans la terre jusqu'à ce qu'ils trouvent la source des lectures d'argent et de cuivre, ou jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelque chose qui force une théorie entièrement nouvelle sur ce qui a été construit ici et qui l'a construit. Nous voulons tous des réponses, mais je ne veux pas accélérer le processus de manière destructrice ou invasive, simplement pour obtenir une réponse. Une question est désormais impossible à mettre de côté. Le lot 8 se trouve sur le côté ouest de l'île, une étendue de terrain qui a consacré la majeure partie de l'histoire enregistrée d'Oak Island comme une note de bas de page des fouilles orientales les plus célèbres, le gouffre financier, les tunnels d'inondation, les puits profonds. Si un élément de cette ampleur, un système de dissimulation délibéré ancré dans une pierre de 40 000 livres, est resté sans papier du côté ouest pendant plus de 200 ans, qu'y a-t-il d'autre là-bas? Qu'est-ce qui est resté là tranquille et inaperçu, en attendant que quelqu'un l'examine correctement? Sous le sol de l'excavation toujours scellée, générant toujours des lectures d'argent et de cuivre quelque part dans l'obscurité que les fouilles actuelles n'ont pas encore atteinte, quelque chose n'a pas vu le jour depuis très longtemps. L'équipe est sur le point d'aller le chercher. Ce que le rocher du Lotui a apporté pour la première fois depuis longtemps est un objectif sur lequel l'enquête d'Oak Island a passé des années à travailler. Pas une théorie, pas une légende, pas une histoire transmise depuis les années 1790, mais des preuves physiques confirmées qui peuvent être mesurées, échantillonnées, photographiées et reproduites en laboratoire. La pierre volontairement posée est confirmée. Le vide technique est confirmé. Les lectures de métaux anormaux sont confirmées. L'absence de sous-sol stérile est confirmée. Ce ne sont pas des interprétations, ce sont des données. Chaque point de données confirmé crée une nouvelle question à laquelle il faut répondre. L'ascension des rochers était un seuil, pas une conclusion. Chaque couche de remblai retirée par les archéologues a été placée délibérément par des mains qui savaient exactement ce qu'elle recouvrait. Qui a organisé une opération suffisamment importante pour déplacer une pierre de 40 000 livres dans un vide préparé sans laisser de traces d'outils? Quelle est la source de plomb à 140 parties par million dans les sols scellés, qu'aucune source de contamination moderne ne peut expliquer, d'où proviennent l'argent et le cuivre de la couche inférieure? Et qu'est-ce qui est suffisamment concentré en profondeur pour remonter à travers des siècles de matière organique et continuer à être enregistré sur un spectromètre à la surface? Et peut-être le plus urgent de tout, si cette caractéristique est restée complètement inaperçue et non documentée pendant les 200 ans d'histoire des fouilles d'Oak Island, qu'est-ce qui manque encore à l'équipe sur le reste du côté ouest de l'île? L'excavation continue, le remblai s'enfonce plus profondément, et quelque part sous le terrain, 8 éléments encore scellés, générant toujours ces lectures, attendent toujours. La réponse est là.